Merci pour votre invitation. Merci d'être venu de bon matin sous le soleil dans le centre de Paris, dans ce bel endroit de la PHP. Oui, je vais vous parler d'adolescents. Alors, le premier point, c'est qu'on pourrait penser que la question de l'adolescence, c'est un peu une lubie de pays occidentaux qui sont obnubilés par la jeunesse, etc., etc. Eh bien, pas du tout. L'adolescence est une problématique de toute la planète, et ça s'explique de la raison suivante, c'est que les enfants sur la planète sont de mieux en mieux nourris, et donc la puberté arrive de plus en plus tôt. Et le deuxième point, c'est que les enfants sont de mieux en mieux éduqués, et donc ils deviennent matures plus tôt, et donc adolescents plus tôt. Et puis de notre côté, l'entrée dans le monde du travail est de plus en plus tardif, le mariage est de plus en plus tardif, et donc du coup l'adolescence se termine de plus en plus tard. Et ça fait qu'aujourd'hui sur la planète, un humain sur 4 a entre 10 ans et 24 ans. Donc à peu près un humain sur 4 est adolescent. Donc vous voyez que cette question n'est pas marginale du tout. Alors, puisque on va parler de trucs scientifiques, la base du travail scientifique, c'est déjà de définir de quoi on parle. Et je suis sûr qu'il y en a quelques-uns d'entre vous qui ont pu être choqués par le fait que je vous dise un humain sur 4 a entre 10 ans et 24 ans, et donc un humain sur 4 est adolescent. Vous pouvez dire, bon, qu'est-ce qui permet de dire que l'adolescence c'est entre 10 ans et 24 ans 10 ans c'est un peu jeune, 24 ans c'est un peu vieux. Il y a 10 ans de ça, on aurait dit c'est plutôt entre 13 ans et 18 ans. Et comment ça se fait que ça bouge, et etc. etc. Donc, premier point, essayons de définir l'adolescence, puisqu'on va en parler ce matin. Quelle est la définition de l'adolescence? Et puis si les scientifiques font des études sur les adolescents, il faut bien qu'ils aient des critères d'inclusion. Et ça ne doit sûrement pas être la première conférence sur les adolescents à laquelle vous assistez, et vous avez dû remarquer qu'en général, cette question, ou elle n'est pas abordée, ou alors elle est abordée dans le flou. Si vous demandez à un médecin adolescence, tout de suite, il va penser à puberté. Et vous aussi, d'ailleurs. C'est parce que, en fait, c'est plus pratique. Ça permet on biologise, donc du coup on évacue tout ce qui est un petit peu compliqué. Mais c'est vrai, naturellement, qu'il y a une corrélation entre les deux. La puberté, c'est l'accès à la fonction de reproduction, avec tout un cortège de modifications biologiques que vous connaissez, hormonales, la taille qui grandit, les modifications du schéma corporel, avec la pilosité, les seins chez les femmes, etc., etc. Ce qui d'ailleurs a un véritable impact en termes psychologiques. Le fait d'avoir son corps qui change, c'est quelque chose d'important. Alors, oui, bien sûr, la puberté a à voir avec l'adolescence, mais vous avez dû remarquer, vous avez dû tous être en contact avec plusieurs adolescents, c'est pas ça qui fait le problème. Si jamais il y a un problème, c'est pas ça qui fait le problème, c'est pas la puberté. Alors, l'adolescence, donc, c'est pas qu'une question biologique. Alors, ce qui vient après, en premier à l'esprit, c'est une question psychologique. Et c'est vrai que souvent on dit il a un problème d'adolescence, sous-entendu, il a un problème psychologique lié à son adolescence. Alors, c'est vrai que l'accès à la fonction de reproduction dans notre société, et d'ailleurs chez les êtres humains en général, c'est lié à l'accès à la sexualité, l'accès à la jouissance. Et que dans la vie d'un être humain, c'est pas rien du tout. C'est même une espèce de tremblement de terre psychologique qui, entre le avant et le après, la vie change. Donc oui, effectivement, l'adolescence, c'est un pas dans une nouvelle configuration de l'être humain. Alors, quand on rentre dans le détail de cette histoire, on peut quand même se souvenir de ce que racontent les psychanalystes, et qui, je trouve, a une pertinence quand même encore très forte dans le domaine de la clinique et de la psychologie de l'adolescent, c'est que l'accès à la sexualité, ils disent, conduit à une reviviscence des conflits oedipiens. Alors le mot, c'est un peu jargonneux, mais ça veut dire quoi? Vous êtes tous au courant, le conflit oedipien, que les petits-enfants ont des fantasmes sexuels sur leurs parents. C'est pas prouvé scientifiquement, on pourrait le prouver scientifiquement, ça ne l'est pas, mais c'est une évidence clinique et même de la vie de tous les jours. Bon, voilà. Et tout ça se calme à partir de l'entrée au CP, et puis à l'adolescence, du fait de l'accès à la sexualité, ça reflambe. Et quand vous mélangez ça
à la prohibition de l'inceste, parce que naturellement on a un fantasme sexuel sur ses parents, mais c'est formellement interdit par une règle sociale universelle sur la planète qui est la prohibition de l'inceste, et vous imaginez que du coup dans la tête de l'adolescent ça fait un conflit. Hein. Et c'est ce qui explique que l'adolescent, quand il est loin de ses parents, il aimerait être plus près, et quand il est près de ses parents, il aimerait être plus loin. Et que d'ailleurs c'est exactement la même chose pour les parents. Hein. Et c'est pour ça que leur vie ensemble n'est pas facile. Et on peut même penser qu'en fait, c'est un peu prévu par l'évolution. Hein. C'est parce que quelle est la solution à ce problème-là? C'est que la solution, c'est que l'adolescent ait lui-même une famille avec des enfants. Hein. Ce qui lui permet de constituer sa petite cellule, de s'autonomiser. Et la nature a prévu donc qu'à partir du moment où vous avez accès à la sexualité, à la fonction de reproduction, eh bien, il y a un mécanisme psychologique parallèle qui va faire que vous allez avoir envie de vous séparer de vos parents et de monter une famille. Donc tout est étudié pour et ça marche. Sauf que dans notre société, et ça c'est la vision sociologique de l'adolescence, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça pour une raison, elle, très subtile, c'est que vous êtes au courant que l'être humain a une spécificité particulière qui est qu'il parle et qu'il a des fonctions cognitives particulièrement développées et qu'il aime ça. Il aime développer son fonctionnement cognitif, c'est ce qui fait sa force. Et vous savez que ça a des répercussions sur le développement de l'être humain. Vous êtes au courant que le petit être humain naît à 9 mois et qu'il naît prématuré par rapport aux autres mammifères. Hein. Vous avez un bébé ne sait pas marcher. Un chat, quand il naît, au bout de quelques minutes, il sait marcher. Donc le bébé être humain né prématuré, normalement la gestation devrait être plus longue que 9 mois. Et pourquoi elle est que 9 mois? Parce que comme ça, le bébé peut partir du bassin de sa mère avec juste avec le cerveau qui peut passer. Et le cerveau va continuer à grandir après. Si le bébé naissait à maturité, il naîtrait avec un petit cerveau. Le fait de naître prématuré, il peut naître avec un petit cerveau qui va grandir après. Et donc ses fonctions cognitives vont pouvoir devenir plus performantes que s'il était né à maturité. Alors bien sûr, ça a un impact, c'est que le bébé humain naît fragile. On est obligé de le protéger beaucoup par rapport aux infections, par rapport aux prédateurs pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc le bébé humain naît prématuré, et ça c'est pour favoriser le fait qu'il ait un cerveau particulièrement développé. Eh bien à l'adolescence, on retrouve un corollaire de ça. C'est que dans nos sociétés, à 12 ou 13 ans, eh bien on n'a pas appris tout ce qu'on doit savoir pour pouvoir être performant et avoir une activité professionnelle et rendre service à la société. On doit aller à l'école, on doit aller au lycée, au collège, au lycée, à l'université. Et ça c'est aussi pour construire notre cerveau. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'à 13 ans, vous êtes censé avoir accès à la fonction de reproduction. Et donc, en fait, très vite, normalement, fonder une famille. Mais socialement, c'est interdit. Vous devez attendre d'avoir terminé vos études pour pouvoir entrer dans la vie professionnelle et là, fonder une famille. Et il se passe en gros 10 ans entre les deux. Et donc l'adolescence, c'est une période où vous avez accès à la fonction de reproduction, où tout est fait pour que ça se passe comme ça, mais où la société vous l'interdit. Donc vous avez une espèce de conflit entre les deux, qui crée une période bizarre où alors les adolescents sont censés être autonomes, mais en fait ils ne le sont pas de fait, puisqu'ils habitent chez leurs parents, ils ne sont pas autonomes financièrement, etc. Et donc du coup, ils créent une musique bizarre, du coup ils s'habillent bizarrement, ils essaient d'être autonomes et d'exister en tant qu'eux-mêmes, malgré cette interdiction sociale de pouvoir être des êtres humains à part entière. Bon, alors revenons à nos histoires. Donc vous voyez, la définition de l'adolescence est extraordinairement compliquée. C'est extraordinairement compliqué. Et quand un scientifique regarde ça de loin, en particulier s'il fait de la santé publique, il est perplexe parce que c'est absolument pas opérationnalisable comme critère d'inclusion dans une étude. Donc comment il fait? Eh bien, il prend des tranches d'âge. Voilà. Alors avant, il y avait un truc qui était bien pratique, qui était les teenagers. Vous savez, c'était 13-19, puisque c'est 13, 14, etc., jusqu'à 19. C'était une bizarrerie langagière des États-Unis, et de l'anglais, En français, ça ne marche pas du tout. Mais bon, il y avait ce mot teenager qui faisait que les critères d'inclusion, c'était 13-19. Mais vous voyez, ça n'avait aucune rationalité scientifique.
Et c'est vrai que sur la base des arguments que je vous ai donnés tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a une puberté de plus en plus précoce, une maturité de plus en plus précoce, avec les jeux vidéo et tout ça, on pourra en reparler, et puis une entrée dans la vie professionnelle de plus en plus tardive. Donc teenager, ça marche plus. Et je suis sûr qu'autour de vous, vous avez des jeunes de 22 ans. Bien sûr, à 22 ans, on n'est pas pareil qu'à 11 ans ou 12 ans, il n'y a pas de doute. Mais à 22 ans, on est aujourd'hui souvent un poil adolescent. Hein. Et donc c'est pour ça que l'OMS, dans ses études, aujourd'hui prend la tranche 10-24, qui est un peu large. Hein. Alors, ça arrange les spécialistes de l'adolescence, parce que plus ils prennent des tranches larges, plus ils ont de sujets, plus ils ont de pouvoir, plus ils sont importants. Donc il faut se méfier de toutes ces histoires. Hein. Alors vous savez que les sociologues ont quand même... François de Singly parle d'adolescent. Vous savez, le début d'entrée au collège, qui est un rituel social aussi. Hein. Sortir de l'école primaire, entrer au collège, c'est un rituel social de préparation de l'adolescence. Hein. On a plusieurs enseignants, on commence à avoir un téléphone sans portable, etc., Facebook, enfin vous voyez, il y a tout un tas de choses qui font que l'organisation psychosociale de petit être humain change. Et puis vers la fin de l'adolescence, on parle d'adolescent, hein, on commence à devenir adulte, mais comme on n'a pas de famille, parce qu'à 24 ans, aujourd'hui, nos jeunes, la plupart n'ont pas fondé de foyer, n'ont pas d'enfants, hein. On parle d'adolescent. Alors, voilà, planter le décor. Alors maintenant, venons-en au titre de l'intervention, les problèmes de santé des adolescents. Alors par quel bout les prendre? Et essayons de prendre du recul, parce que si je vous demande de but en blanc quels sont les problèmes de santé des adolescents, eh ben, il va y avoir des choses qu'on entend à la télé, des idées reçues, peut-être qu'elles ne sont pas reçues d'ailleurs, le suicide, je ne sais pas, moi, le cannabis, les myopathies. Marcel Ruffo s'occupe du cancer aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est, l'anorexie mentale, je pense. Hein, Alors, en termes très macroscopiques, pour résumer la santé des adolescents, 2 points. Premier point, ils sont en bonne santé. Et en fait, c'est étudié pour, c'est-à-dire que comme l'adolescence, c'est le moment où l'être humain se reproduit, ben, tout est prévu pour qu'il soit en bonne santé. Physique, hein, c'est logique. Et voilà. Alors on va rentrer dans le détail tout à l'heure, hein. C'est pas si simple que ça, mais à la louche, c'est quand même ça. Et puis on sera bien d'accord, on est en meilleure santé physique à 17 ans qu'à 60 ans, il n'y a pas de problème. Deuxième point, quand même, il y a une curiosité, c'est qu'un grand nombre de maladies psychiatriques commencent à apparaître à l'adolescence. La schizophrénie, les troubles du comportement alimentaire, les addictions, les dépressions, ça fait beaucoup quand même. Hein. Si vous voulez, la schizophrénie prépubère, c'est un truc rarissime. Il y a des anorexies mentales prépubères, c'est aussi rare. La prévalence monte, mais c'est rare. La dépression. La dépression change complètement entre la période de l'enfance et l'adolescence. Hein. Chez l'enfant, d'ailleurs, il y a plus de petits garçons déprimés que de petites filles, alors qu'à l'adolescence, c'est le contraire, comme à l'âge adulte. Hein. Il y a à peu près 2 femmes déprimées pour un homme. Pour des raisons qui sont compliquées. Les addictions sont rares dans l'enfance. Hein. On commence à avoir des jeunes qui fument du cannabis à l'école primaire, hein, mais c'est quand même, heureusement, c'est quand même encore une exception. Alors, rentrons un petit peu dans le détail. Je vous dis qu'ils sont en bonne santé, les adolescents. Prenons l'incidence de la mortalité par cancer au cours de la vie. Comment est la courbe ? Eh bien, contrairement à ce qu'on pourrait penser, elle ne commence pas au plus bas. C'est-à-dire que vous savez qu'il y a des cancers qui touchent, des formes de cancer particulières qui touchent le tout petit, le nouveau-né et le tout petit enfant. Donc on commence un petit peu haut. Et puis l'incidence de la mortalité décroît progressivement au cours du temps pour trouver son minimum vers 6 ans, 7 ans, 8 ans. Et puis ça continue jusqu'à 10 ans, 12 ans, 13 ans. Et puis après, ça remonte tout doucement. Et puis à partir de l'âge adulte, progressivement, ça monte, et après ça monte de façon exponentielle. Donc en fait, le minimum
de l'incidence de mortalité par cancer chez l'être humain, c'est au tout début de l'adolescence, hein, à la bascule entre enfance et adolescence. Voilà. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que le cancer chez l'adolescent ou le grand enfant choque. Les gens disent « Ah ben c'est injuste, hein. Le cancer c'est injuste tout le temps, hein. Il n'y a pas de doute, hein. La maladie est injuste, hein. Il n'y a pas de maladie juste. » Mais dans nos représentations, quand ça touche un adolescent, comme normalement il doit respirer la santé physique, hein. Qu'il ait une maladie comme ça de personne âgée, eh ben ça choque. Et du coup, c'est vrai qu'on s'en occupe pas forcément très bien de nos adolescents qui ont des cancers, et c'est pour ça que Marcel Ruffo a monté son centre à Marseille sur les adolescents qui ont un cancer. On s'en occupe. Les somaticiens, les cancérologues les soignent très bien, naturellement, hein. Ils sont très forts pour ça, hein. Mais vous imaginez comme un cancer à l'adolescence, comme ça modifie votre vie, hein. C'est un tremblement de terre. On a même étudié à quel point ça modifiait les frères et sœurs, pour des raisons très subtiles, qui sont que je peux vous le dire quand même, parce que c'est quelque part, c'est très beau sur la psychologie humaine, c'est qu'en fait, tout enfant a toujours le fantasme que si ses frères et sœurs mouraient, ça serait quand même mieux, quelque part. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Et que le jour où votre frère ou votre sœur à 10 ans a un cancer, eh bien, quelque part, vous culpabilisez parce que comme vous en avez eu le fantasme, vous vous dites, zut, je l'ai pensé, et c'est parce que je l'ai pensé qu'il est malade. Mais alors, naturellement, c'est pas verbalisé dans votre tête, hein, c'est une culpabilité qui est cachée. Et vous allez vous traîner ça toute votre vie. Quelque part, il y aura un truc caché qui vous aurait été à l'origine de la maladie de votre frère. Il y a des collègues qui ont travaillé là-dessus, et on a montré que c'était, par un travail scientifique, on a montré que ça marchait. Donc c'est vrai que la prise en charge psychologique des adolescents qui ont un cancer, il y a du travail à faire. Mais objectivement, vous voyez, la prévalence du cancer est très très faible à l'adolescence. Alors par contre, si on prend le suicide, eh bien, le suicide n'existe quasiment pas à l'enfance. À tel point que chaque fois qu'un enfant se suicide en France, il passe au journal de 20 heures. Et les psys sont interrogés. Hein, comment ça se fait qu'un adolescent, qu'un enfant puisse se suicider? En fait, la question, c'est comment ça se fait qu'un être humain puisse se suicider, hein. C'est une question extrêmement profonde, hein. Il y a même des collègues qui disent « Pourquoi l'être humain ne se suicide-t-il pas plus souvent ?» C'est une curiosité, hein. C'est une vraie question. En tout cas, chez l'enfant, ça n'existe quasiment pas, hein. Il y a quelques cas par an qui comptent sur les doigts d'une main en France. Et l'incidence, à partir de 14 ans, monte très fort pour arriver à un plateau vers 20 ans. De là l'idée que beaucoup de nos concitoyens pensent souvent que les adolescents se suicident. Alors, non, ils se suicident plus qu'à l'enfance. Mais, est-ce que vous savez quel est le pic d'incidence de la suicidalité chez l'être humain? Elle est à 50 ans, 55 ans. Elle n'est pas à l'adolescence. D'ailleurs, il y a un double pic chez l'homme. Il y a un pic à 55 ans, après ça diminue, et après il y a un nouveau pic vers 65 ans, chez l'homme. Et il n'existe pas chez la femme. Et c'est quelque chose de reproductible. Quand on retrouve la même chose dans la dépression, le vieil homme se déprime et se suicide, et pas la vieille femme. Et c'est en partie lié à la perte du conjoint. C'est-à-dire que la perte du conjoint chez l'homme, chez le vieillard, conduit à du suicide et de la dépression, et pas chez la femme. Et même chez la femme, c'est un peu le contraire. La perte du conjoint, chez la femme âgée, elle se porte parfois un petit peu mieux. Ça vous fait sourire, mais en fait, on peut trouver plein d'explications à ça, et c'est vrai dans la plupart des pays occidentaux. Donc tout ça pour dire que l'adolescent, certes, effectivement, il y a du suicide, mais il n'y en a pas plus que chez l'être humain adulte. Alors, on peut se demander pourquoi tout d'un coup l'adolescent se suicide. Alors, c'est lié, bien sûr, la moitié des suicides sont liés à la dépression, même plus de la moitié. Et ça, c'est vrai chez l'adolescent aussi. Ça, on l'a su avec des autopsies psychologiques. Très belle méthodologie qui consiste, une fois que quelqu'un s'est suicidé,
à aller faire une étude qualitative extrêmement approfondie autour de l'entourage pour retracer les dernières heures et les derniers jours de la vie de l'individu et porter un diagnostic par proximité. C'est les Canadiens qui ont inventé cette méthodologie. C'est admirable et ça donne des résultats très impressionnants. C'est comme ça qu'on sait que le suicide chez l'adolescent, c'est plus de la moitié de la dépression. Et puis, quelque chose aussi dont on s'est rendu compte, ce sont des sentiments d'injustice et de vengeance. C'est-à-dire que je me suicide parce qu'il m'est arrivé quelque chose d'intolérable et où on m'a fait du mal et la seule façon que c'est une personne d'autorité m'a fait du mal, je ne peux rien lui faire, la seule façon que je peux trouver de lui faire du mal en échange, c'est de me tuer. Ça fait réfléchir sur la façon qu'on a de gérer nos adolescents. Mais c'est rare, hein. C'est rare puisque le suicide est rare et c'est une petite part des suicides. La grosse part des suicides, c'est la dépression. Et donc, comme je vous l'ai dit, le pic de dépression arrive, enfin, l'augmentation de l'incidence de la dépression arrive à l'adolescence. Alors, peut-être pour des raisons hormonales hein, ou de maturation du cerveau, on ne sait pas tellement. Et j'ai envie de dire, ça a à voir avec le titre de ma présentation, on ne sait pas, mais pour agir, en fait, c'est pas très grave qu'on ne sache pas pourquoi. Ça aussi, c'est un grand principe en médecine. Vous savez, il n'y a pas vraiment besoin de connaître les causes pour soigner les gens. Ça choque souvent, hein, surtout de la part d'un scientifique, hein, mais si on veut vraiment être honnête et efficace, vous voyez, quelqu'un qui a un cancer du poumon parce qu'il fume, ça ne sert à rien de savoir que c'était parce qu'il fumait pour le soigner. Absolument rien. On lui enlève le poumon, on lui donne des chimiothérapies qui n'ont rien à voir avec le tabac. C'est pareil pour l'infarctus du myocarde. Hein. Voilà, donc en fait, c'est toujours très bien de comprendre les choses, parce que les êtres humains aiment comprendre, hein, et très bien de faire de la recherche pour comprendre, c'est très bien. Mais pour agir sur la santé des adolescents, c'est pas forcément ce qu'on doit faire en premier. Donc, augmentation de la dépression, donc augmentation du taux de suicide, et puis, vous savez que c'est à l'adolescence que l'enfant, et c'est depuis Piaget, hein, que l'enfant a conscience, que le petit être humain a conscience de la permanence de la mort et commence à avoir ses interrogations métaphysiques par rapport à la fin de l'existence. Et du coup, et on a quand même des suicides d'adolescents où on a en consultation des adolescents qui se demandent pourquoi ils vivent. Et en plus, vous avez dû remarquer que c'est un tabou. C'est-à-dire qu'à table, au repas de famille, on ne parle jamais du fait que on ne sait pas pourquoi on vit, on ne sait pas pourquoi on est là, et que quand même c'est une vraie question, c'est un vrai mystère. Hein. On ne parle jamais de ça. Et donc beaucoup d'adolescents, et même les adolescents entre eux, n'en parlent pas beaucoup. Et donc il y a plein d'adolescents, ils ont l'impression qu'il n'y a que eux qui ont cette interrogation. Alors là, on leur dit, lisez Kierkegaard, tout ça, vous allez voir, vous n'êtes pas seul. Il y a plein de philosophes qui... Et d'ailleurs, c'est pour ça que les cours de philo en terminale sont une bonne idée. Donc, voilà les deux points essentiels qui permettent d'éclairer la santé des adolescents. Alors, rentrons un petit peu dans le détail, parce que pour faire que les adolescents aillent mieux, la première base, c'est de vraiment savoir en quoi ils vont mal. Donc, je vous l'ai dit, 1, ils vont bien. 2, quand même, il y a la psychiatrie, les problèmes psychiatriques qui montent. Mais rentrons vraiment dans le détail chiffré. Alors, un indicateur majeur de santé, c'est quand même la mortalité. De quoi meurent les adolescents? Si on regarde les données planétaires, hein, quittons un peu la France, 40% de la mortalité des adolescents, c'est de la mortalité par blessure. Accidents, violences, etc. Après, on a à l'échelon de la planète le HIV. Alors en France, bien sûr, c'est pas notre problème. Hein. Il y a le HIV chez l'adolescent, c'est pas un problème. Mais il faut savoir, en Afrique du Sud, vous devez savoir hein, qu'un enfant sur 6 naît séropositif. Hein. Vous vous rendez compte un peu le problème, le traumatisme collectif que c'est. Et tous mes collègues pédopsychiatres sud-africains, ils ont des consultations spécialisées pour les enfants séropositifs. Hein. Parce qu'en fait, le VIH pose des problèmes psychiatriques. À tel point, et moi, quand je leur ai dit, vous savez, je n'ai jamais vu à ma consultation, ça fait 20 ans que je pratique, je n'ai jamais vu en consultation, enfin, je crois que c'est faux, je crois que j'en ai vu une fois, un patient séropositif au VIH. Quand j'ai dit ça à mes collègues sud-africains, ils ne me croyaient pas.
Ils ne me croyaient pas. Donc nous, on a cette chance, hein, on a cette chance que l'épidémie du VIH ne touche pas à nos adolescents. C'est pas pour ça qu'il ne faut pas faire de prévention pour le VIH, etc. Je ne dis pas ça. Bien sûr qu'il faut en faire. Mais les données épidémiologiques sont celles-là. Après, un truc que nous, on oublie aussi complètement, c'est qu'une cause de mortalité chez l'adolescent sur la planète, c'est la mortalité en couche. C'est les jeunes femmes qui accouchent. C'est que, alors bien sûr, ça ne nous touche pas non plus, hein, heureusement. Mais l'accouchement est quelque chose, est cause de mortalité en général. Hein, et en France, il y a un ou deux siècles, c'était le cas. Et comme dans beaucoup de pays, des femmes accouchent très très jeunes, hein, puisque la fonction de reproduction est là, et à 15, 16, 17, 18 ans, la femme accouche, et un certain nombre meurent. Et c'est la troisième cause de mortalité chez l'adolescente sur la planète. Et puis après, on a le suicide. Alors, dans notre société, comme on n'a pas le VIH et la mortalité en couche, le suicide arrive en deuxième position. Donc ça, c'est la mortalité. Et du coup, vous voyez, si on met blessure et suicide, derrière blessure, il y a quoi? Il y a prise de risque, violence, impulsivité, etc. On voit poindre la psychiatrie. Et effectivement, c'est confirmé par le fait que quand vous regardez un indicateur qu'utilise l'OMS, qui est un bel indicateur, quelles sont les maladies, pas les maladies qui tuent, mais les maladies qui enlèvent le plus grand nombre d'années de vie de bonne qualité. Vous voyez, ça s'appelle des DALY, Disability Adjusted Life Year. Et on fait ça, pas que pour les adolescents, on fait ça pour toutes les maladies. Si vous prenez la sclérose en plaques, par exemple, certes, ça tue, mais c'est surtout que vous êtes impotent, etc. C'est une maladie terrible. La maladie de Parkinson, pareil. Toutes ces maladies neurodégénératives, certes, ça vous tue, mais surtout, ça vous rend une vie impossible à vivre pendant des décennies. Et donc, c'est important de comptabiliser toute cette vie que vous avez perdue de bonne qualité. Donc, alors, créer l'indicateur DALY, c'est compliqué, hein, parce qu'il faut quantifier qu'est-ce que c'est que la qualité de la vie de quelqu'un qui a une sclérose en plaques, etc., ou une schizophrénie, par exemple. C'est le même problème. Hein. Mais l'OMS et la Fondation Bill Gates a beaucoup travaillé là-dessus et ont proposé des articles qui dressent un panorama global des grandes maladies par zone géographique planétaire qui sont à l'origine des plus grandes pertes d'années de vie de bonne qualité. Eh bien, chez l'adolescent, 50% des années de vie de bonne qualité perdues sont dues à des maladies psychiatriques. Voilà. Et donc, vous voyez, quand on prend ce panorama global de la santé des adolescents, eh bien, en fait, le gros de la troupe, c'est les problèmes psychiatriques. Bon, donc voilà le point sur les recherches qui permettent de dresser le tableau. Alors maintenant, pour terminer, il faut agir sur le fait qu'une fois qu'on sait ce qui va mal, comment faire pour que ça aille bien. Première constatation, c'est pas si facile que ça de faire que ça aille bien. Pourquoi? Parce que, schizophrénie, dépression, anorexie mentale, toxicomanie. On peut les soigner comme on les soigne chez l'adulte. Bon, ça on sait faire, et il y a des recherches dans la schizophrénie, de neurobiologie, etc. Ok. Et c'est pas si mal. Dans la dépression, c'est pareil, on sait soigner des dépressions, sauf que, alors là, faut le dire, les antidépresseurs, vous savez, qui marchent pas mal chez l'adulte, sauf que c'est discuté, chez l'adolescent, ça marche moins. Les antidépresseurs. Et vous savez même qu'il y a eu, à un moment donné, un retrait des autorisations de mise sur le marché à cause d'un risque suicidaire possible. Donc les antidépresseurs chez l'adolescent, c'est pas l'idéal. Qu'est-ce qui est l'idéal chez l'adolescent? Les prises en charge psychologiques, les psychothérapies. Et en France, elles ne sont pas remboursées en pratique libérale par des psychologues. Et ça, c'est vraiment un scandale de santé publique total. Vous voyez, je suis sûr que si demain on trouve une prise en charge psychologique qui permet d'améliorer la santé des patients ayant une maladie d'Alzheimer, je suis sûr que dans les 6 mois, c'est remboursé par la sécurité sociale. On rembourse aujourd'hui des médicaments qui ne marchent quasiment pas dans la maladie d'Alzheimer. Hein. Et tout le monde le sait que ça ne marche pas. Hein. C'est même reconnu par le HAS. Si on trouve une intervention psychologique qui marche, je vous
Je vous parie, tout ce que vous voulez, que ça sera remboursé. Aujourd'hui, on sait qu'on a des interventions psychologiques qui guérissent nos adolescents, ça n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Donc ça c'est un vrai scandale de santé publique. Et ça, moi, je profite de ces réunions citoyennes, là, où il faut qu'on en ait conscience pour que nos hommes politiques en aient conscience. Alors, bien sûr, en économisant 10 milliards sur la sécurité sociale, on va avoir du mal à vendre le coup qu'il faudrait rembourser les psychothérapies aux adolescents. Mais en plus, c'est coût efficace, hein. C'est-à-dire, on a montré qu'on économisait de l'argent, et beaucoup d'argent. Donc la dépression, on a une idée, bon, l'anorexie mentale, alors là, soigner, c'est pas facile du tout, on est très mauvais, hein. Et dans tous les pays du monde, on est très mauvais, hein. Les addictions, alors il y a eu des progrès, il y a eu un essai européen qui a été fait dans le sevrage du cannabis, qui a montré qu'en fait c'est des prises en charge psychothérapeutiques intensives, hein. La méthode INCANT, qui a été d'ailleurs, l'essai a été fait en partie dans notre laboratoire. Donc, oui, on peut prendre en charge, mais tout le monde sait que ce qui est mieux, c'est de prévenir les problèmes de santé des adolescents, hein. La dépression, les troubles du comportement alimentaire, les addictions, tout ça, ça se prévient. L'obésité, ça se prévient aussi. Bon, la schizophrénie, c'est discuté, c'est compliqué. À mon avis, ça se prévient pas trop, mais c'est discuté. Alors, le problème, c'est que la prévention chez l'adolescent, c'est très difficile. Pourquoi ? Parce que, comme il est autonome, comme je vous l'ai dit dans mon introduction, il est autonome et on l'empêche de s'autonomiser. Donc, il s'autonomise à sa façon, en particulier en s'opposant à nous. Et donc, si on leur dit « ne fumez pas du cannabis », naturellement, ils ne vont pas nous écouter. Et ça a été, il y a eu des études qui l'ont montré, hein. Quand vous avez, des gendarmes, etc., qui viennent dans les collèges en disant « le cannabis, c'est pas bien, etc. », l'efficacité est très controversée, c'est tellement controversé qu'il y a eu des études qui montraient que c'était pire. Pourquoi ? Parce que, d'abord, on vient nous dire qu'il ne faut pas en consommer. Ça veut dire qu'en fait, il y a des adolescents qui en consomment. Ça veut dire qu'en fait, il y en a plein qui en consomment, sinon ils ne viendraient pas nous dire qu'il ne faut pas en consommer, hein. Donc ça banalise la consommation, et comme ils sont transgressifs, si les représentants de l'autorité arrivent en leur disant qu'il ne faut pas consommer, quelque part ça titille de faire le contraire. Donc premier point, c'est pas le discours de prévention par rapport aux adolescents est compliqué. Deuxième point, quand on leur dit ne consommez pas du cannabis, ils vont dire mais pourquoi ? Parce que vous allez avoir des mauvaises notes à l'école et plus tard vous aurez un métier qui sera pas bien. C'est pas leur problème du tout. L'adolescent vit au jour le jour, hein, il vit pour vivre. Un adolescent, vous lui dites, quand tu auras 40 ans, tu auras un métier pourri. 40 ans, c'est le troisième âge, c'est un truc, c'est pas lui, quoi. Il est incapable de se projeter à 40 ans en ayant une voiture, des enfants, etc. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, les modalités d'intervention auprès des adolescents, c'est difficile. Et il y a eu des études, plein de collègues qui ont fait des études là-dessus, qui ont montré que c'était difficile, mais par contre, qui ont montré que c'était possible, là j'arrive dans les interventions qui marchent, à l'enfance. C'est-à-dire, quand vous intervenez dans des écoles primaires, si vous dites là, si une figure d'autorité arrive en disant attention, plus tard, il y en a qui vont être tentés de fumer, etc., la drogue, etc., mais vous savez, comme on est très sensible à 8 ans, 9 ans, 10 ans, on est très sensible aux figures d'autorité, alors ce genre de discours peut avoir un impact. Et il y a eu des études qui l'ont montré, hein. Deuxième point, ce qui marche encore le mieux, et ça c'était pas évident quand même, c'était de travailler très très en amont et d'avoir des interventions auprès de jeunes mamans potentiellement en difficulté. Donc vous intervenez même dès le dernier trimestre de grossesse. Alors ça a suscité un débat sur lequel on pourra revenir, hein, mais il y a eu des études randomisées, hein, auprès de mamans jeunes, dont c'est le premier enfant, qui sont seules, c'est-à-dire il n'y a ni grand-mère, ni conjoint, etc., et qui n'ont pas d'argent. Parce que là, on sait que ça va être la catastrophe, hein. C'est-à-dire que le lien mère-enfant va être difficile, parce que la maman est jeune, elle n'est pas soutenue, donc tout simplement, elle ne sait pas, et elle est perdue,
et il ne va pas y avoir d'attachement et l'enfant va ne pas se construire, va être très fragile émotionnellement et ça va être consommation de substances et ça va être délinquance, etc. Et on a fait des études qui ont montré qu'en agissant très tôt, on a même montré qu'on diminuait le taux d'incarcération 20 ans après. Vous vous rendez compte des études qui ont été, enfin de la difficulté de montrer ces études, parce qu'il faut suivre les enfants 20 ans. C'est-à-dire quand vous montez l'étude, vous savez que vous serez à la retraite quand le gars va publier l'article pour montrer que ça marche. C'est lui qui aura le succès, c'est pas vous. Il faut vraiment comprendre la difficulté qu'il y a à monter ces études, mais une fois que les études sont là et que les résultats sont là, c'est très impressionnant. C'est très impressionnant. Et il y a un consensus quasiment planétaire aujourd'hui pour dire que pour prévenir les problèmes des adolescents, il faut agir lors de la petite enfance. Et en plus, ça coûte pas cher. Et en plus, c'est bien pour la santé somatique aussi. Puisque vous apprenez à la maman comment nourrir, etc. Donc vous prévenez l'obésité et tout ça. Alors, donc intervention précoce, très précoce, intervention pendant l'enfance. Et alors à l'adolescence, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qui marche? Ce qui marche, c'est la construction de soi, l'intégration au groupe et agir auprès des pères et des parents. C'est ça qui va marcher. C'est-à-dire quand vous voulez aider un adolescent à ne pas rentrer dans la toxicomanie, etc., qu'est-ce que vous faites? Des stratégies d'affirmation de soi. Par exemple, apprendre à dire non. Voyez, des stratégies d'estime de soi. Tu es quelqu'un de bien, donc tu n'as pas besoin de dire oui au caïd du coin pour n'importe quoi, en particulier quand il te propose gratuitement un joint ou un sachet de cocaïne. Tu es quelqu'un de bien, et si tu dis non, tu es encore plus quelqu'un de bien. Vous voyez, il ne faut pas lui dire c'est mal, il faut lui dire tu es quelqu'un de bien, et si tu arrives à dire non, ça veut dire que tu existes et que tu es encore plus quelqu'un de bien. Et donc ce genre de stratégie a été évalué et ça marche. L'intégration au groupe, on oublie que les adolescents sont profondément des êtres sociaux. Et vous le savez, ils vivent en groupe, l'appartenance au groupe et même le fait de protéger l'autre dans le groupe est quelque chose d'important. Et ça explique le succès. Moi, je trouve il y a eu un réel succès autour de la prévention de l'alcoolisme et de la conduite sous l'emprise de l'alcool chez les adolescents. Vous savez, le capitaine de soirée dans les boîtes de nuit, etc. Il y a eu des études qui ont... Or, pourquoi ça marche, ça? Il ne faut pas leur dire c'est mal de boire en boîte de nuit, parce qu'effectivement, objectivement, c'est sympa. En boîte de nuit, tous les gens boivent de l'alcool parce que c'est la fête, et que l'alcool désinhibe. Et puis voilà. Les adultes font la même chose, ça ne sert à rien de dire aux adolescents qu'il ne faut pas le faire et que c'est pas bien. Donc du coup, les genres de slogans sans alcool, la fête est plus drôle, c'est n'importe quoi, parce que c'est faux, c'est tout simplement faux. Donc, et ils le savent que c'est faux, ils savent que c'est faux. À tel point, vous savez, ils ont renversé le slogan sans alcool, la fête est moins drôle. Et qu'ils se marrent entre eux. Donc ce genre de truc, par contre, si vous leur dites... S'il y en a un qui ne boit pas, il protège les autres. Voilà, il les aide. Et c'est quelqu'un de respectable parce qu'il est responsable. Eh bien, ça marche. Vous voyez, il ne faut pas dire c'est mal, il faut dire c'est bien. Et puis, agir sur les parents et sur les enseignants parce qu'ils sont perdus. Parce que, comme je vous le disais au tout début de l'introduction, s'occuper d'adolescents, ça ne va pas de soi. Ça ne va pas de soi du fait de ces reviviscences de conflits oedipiens. On est mal à l'aise en face d'un adolescent, on est mal à l'aise, il vous rend, voilà, parce qu'il y a tout un tas de trucs psychologiques, lui par rapport à vous et vous par rapport à lui. Il faut faire un travail sur soi pour arriver à se positionner. Rien que le tutoiement, le vouvoiement, vous voyez, c'est pas si facile que ça. Or, les adolescents ont besoin des adultes, bien sûr. Dans notre ambivalence par rapport à l'autonomisation, puisqu'on a envie qu'ils soient autonomes, mais on leur interdit. Et donc on dit, si, fais ce que tu veux, vas-y. Non, ils ont besoin de cadres, ils ont besoin... On sait très bien qu'ils vont les transgresser, ces cadres, mais les cadres ont quand même besoin d'être là. Et il faut apprendre aux adultes comment dire non.
sans dire non de façon sur-autoritaire qui fait que le non est intolérable, et sans que le non soit « oh, fais ce que tu veux, c'est pas bien, fais ce que tu veux ». Non, cette marge de manœuvre n'est pas facile, mais on peut l'enseigner. Voilà ce que je voulais vous dire. Pour conclure, vous voyez que d'une part, cette question est compliquée, mais ce n'est pas parce qu'elle est compliquée qu'on ne peut pas la simplifier. Et une fois qu'on l'a simplifiée, on peut l'aborder de façon scientifique, mais ce n'est pas forcément des sciences en éprouvette avec des trucs high-tech, etc., comme on peut fantasmer la science. Hein. C'est scientifique parce qu'on pose des questions, on met en œuvre des expériences pour répondre aux questions, mais c'est surtout des méthodologies d'intervention très terrain, hein, très simples, mais qui ont un véritable impact sur la santé des gens. Et les interventions précoces, vous voyez, ça va même parfois contre quelque chose qui était complètement intuitif, mais qui peut vraiment changer la société. Je serais ravi d'en discuter avec vous maintenant.